Bonjour et bienvenue. Merci d'être à l'écoute de notre audio. On va être clair dès le départ. Depuis quelques semaines, les marchés naviguent dans un environnement beaucoup plus complexe. Géopolitique, énergie, inflation, tout est connecté. D'une part, quand on regarde les marchés et les indices, on ne voit pas de panique, même si des corrections plus marquées ont bien eu lieu dans certains secteurs. D'autre part, on ne voit pas vraiment de calme non plus avec le VIX, l'indice de volatilité, qui reste à des niveaux élevés, mais pas excessifs si on compare historiquement avec des épisodes macroéconomiques similaires. Mon nom est Antonio Caril et aujourd'hui, nous allons essayer de remettre un peu de clarté dans tout ça. Je suis avec Wim Daz, notre Chief Investment Strategist chez Deutsche Bank en Belgique. Il a plus de 30 ans d'expérience dans la gestion de portefeuille ainsi que la définition de stratégies d'investissement, tout en surveillant les risques macroéconomiques potentiels. Avec Wim, nous allons parler sans filtre de ce qui est vraiment en train de se passer sur les marchés. Wim, bienvenue. Belle intro, bonjour Antonio. Quand ce conflit a commencé, il y avait cette idée notamment du côté américain que cela pouvait durer 4 à 5 semaines. Aujourd'hui, on sent bien que ce scénario est déjà derrière nous, sauf revirement de situation inespérée, ce qui n'est pas non plus impossible. Est-ce que l'on est parti pour quelque chose de beaucoup plus long que prévu ? Effectivement, au début, le président américain parlait d'une opération relativement courte avec une capacité d'extension si nécessaire. Mais aujourd'hui, il devient de plus en plus clair que le conflit ne va pas se résoudre à court terme. Et surtout, ce n'est pas uniquement les États-Unis qui décident de la fin. Ce sont en fait les différents acteurs impliqués, et les États-Unis, et l'Israël, et l'Iran. Et ils devront le faire ensemble, donc la durée du conflit reste incertaine. Donc si je simplifie, même la première puissance mondiale ne contrôle pas le timing de sortie ? Le contrôle est partagé et les intérêts ne sont pas nécessairement alignés. C'est la transition parfaite pour mon prochain point. On a souvent tendance à penser que la guerre influence les marchés. Mais est-ce que l'inverse est également vrai ? Est-ce que les marchés et les taux peuvent influencer la stratégie militaire lors d'un choc géopolitique ? Antonio, c'est une très bonne question et la réponse est potentiellement oui. On l'a récemment observé en 2025. Tu fais référence à cet épisode autour du Liberation Day où l'annonce de droits de douane par le président Trump avait provoqué une hausse brutale des taux américains qui avait finalement forcé un changement radical dans la stratégie politique américaine ? Exactement. À ce moment-là, la hausse des taux longs avait fortement augmenté le coût de la dette américaine. Et suite à cela, l'administration américaine avait annoncé une pause dans l'imposition des droits de douane. Et les taux se sont alors normalisés. Et là, on a vu quelque chose de similaire avec une pause annoncée dans les attaques sur les infrastructures énergétiques iraniennes, juste après une nouvelle hausse des prix du pétrole et des taux longs. Coïncidence ? Peut-être, mais c'est difficile à affirmer avec certitude. Mais ce qui est clair, c'est que les taux jouent un rôle clé parce qu'ils déterminent le coût de financement de la dette américaine. Et donc, ce n'est pas seulement une guerre au niveau militaire, c'est aussi une guerre qui a un impact sur le financement de la dette. Et les marchés obligataires jouent peut-être un rôle clé. Ok, donc si je résume, les marchés obligataires peuvent influencer le rythme du conflit, mais il y a un autre levier beaucoup plus direct qui me semble être celui de l'énergie. Parce que là, on ne parle plus seulement de perception de marché. Nous avons vu les prix du pétrole grimper à une vitesse remarquable cette année, et il y a surtout une volatilité spectaculaire, puisqu'un post de la Maison Blanche ou du président Trump sur les réseaux sociaux peut faire grimper ou baisser les prix du pétrole de plus de 5% en seulement quelques minutes. Tu en penses quoi ? Le risque énergétique est bien présent, mais j'ai l'impression qu'il y a parfois une confusion. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux risques majeurs. Le premier risque est le blocage au niveau du détroit d'Ormuz, qui affecte le transport maritime et donc la logistique. Et le second risque est la destruction partielle des capacités de production par les parties au conflit. Et donc, ces dégâts aux installations peuvent avoir des effets beaucoup plus durables car il faut du temps pour reconstruire les infrastructures. Donc si je simplifie, le blocage d'Ormuz crée un choc logistique qui est potentiellement temporaire, tandis que les dégâts aux infrastructures impactent la production et créent un choc structurel et ont donc un impact potentiellement plus long. Exactement, Antonio. Restons sur Ormuz. On parle souvent de ce détroit, mais à quel point est-il critique ? C'est absolument crucial, car environ 25% du transport maritime mondial de pétrole et LNG passe par ce détroit. Donc une perturbation du détroit a un impact immédiat sur les marchés. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré ce poids énorme, tu dis que l'impact peut rester temporaire ? Oui, si le détroit est réouvert, le trafic peut se normaliser
en quelques semaines ou quelques mois tout au plus. Tout au plus. Donc le choc est énorme, mais potentiellement réversible. Donc là où ça devient plus délicat, c'est lorsque l'on touche à la production. Tout à fait. Et le cas le plus critique aujourd'hui, c'est le LNG, notamment au Qatar. Le complexe de Ras Laffan a subi des dégâts importants. Pour contexte, Ras Laffan est la plus grande usine de liquéfaction de gaz au monde et possède l'un des plus grands ports artificiels. Correct. Et on estime aujourd'hui qu'environ 17% de la capacité du Qatar est impactée. Et une partie de cette production pourrait être indisponible pendant 3, voire 5 ans. 3-5 ans, donc là on n'est plus du tout dans un choc temporaire. Non, ici on parle clairement d'un impact structurel. Et ça touche directement l'Europe ? D'une certaine manière, oui, même si à long terme, l'offre américaine peut compenser, à court terme, les risques restent élevés. Le risque logistique peut être temporaire, le risque structurel en revanche est bien plus durable, surtout compte tenu de la situation actuelle dans les pays voisins de l'Iran, notamment le Qatar, avec des conséquences très importantes sur le LNG et, dans une moindre mesure, sur le pétrole. Tu mentionnes le pétrole. Qu'est-ce qui s'est passé sur le prix de ce dernier depuis le début du conflit ? Le prix du pétrole est passé d'environ 70$ par baril avant le conflit à plus de 100$. Et surtout, on observe une forte volatilité avec des variations quotidiennes importantes en fonction de l'actualité. Mais on reste toujours sous les niveaux extrêmes que l'on a connus il y a 4 ans ? En effet, nous n'avons pas encore atteint les niveaux observés pendant la crise énergétique de 2022, suite au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Les marchés sont sous pression, mais pour le moment, il n'y a pas une panique générale. Allons un cran plus loin. Aujourd'hui, quel est le scénario de base pour notre Chief Investment Office ? Notre scénario de base est celui d'une ouverture du détroit d'Ormuz entre mi-avril et fin avril. Et dans ce cas, le prix du pétrole pourrait revenir vers 90$, mais probablement pas vers 70$ comme avant le conflit. Pourquoi pas ? Je vois 2 raisons principales. D'une part, les hostilités continuent, ce qui maintient une prime de risque dans les prix, et d'autre part, une partie des capacités de production a été détruite, comme je viens d'expliquer. Donc, même si le détroit d'Ormuz et que les flux maritimes se normalisent, le risque est toujours présent et l'offre est abîmée. Ça, c'est le scénario de base. Mais si ça ne se passe pas comme prévu, si le détroit reste fermé plus longtemps qu'anticipé, dans ce cas, nous serions dans un scénario très différent avec des prix du pétrole nettement au-dessus de 100$. J'ai entendu dans certains médias que certains prédisaient des niveaux bien plus élevés pour le pétrole. Est-ce vraiment possible ? Parce que là, on ne parle plus juste du prix de l'énergie, les conséquences pour l'inflation, la croissance des entreprises et les marchés financiers de manière générale seront plus grands. Les implications seraient en effet larges et significatives pour l'économie globale, avec certaines régions, dont l'Asie qui souffre déjà énormément de l'augmentation du prix du pétrole et de la fermeture du détroit d'Ormuz. Et donc notre scénario de base n'a pas évolué et reste celui d'une ouverture du détroit avant fin avril, avec des tensions qui diminuent et le prix du pétrole qui se stabilise sous la barre symbolique des 100$. Mais notre scénario alternatif présente un choc durable et surtout des conséquences macroéconomiques beaucoup plus lourdes. Donc là, tu viens de poser le cadre. Un pétrole autour de 90$ le baril dans le scénario de base du Chief Investment Office et potentiellement au-dessus dans un scénario plus tendu où le détroit d'Ormuz resterait fermé après fin avril. Quelles peuvent être les conséquences macro, notamment au niveau de l'inflation et de la croissance ? Nous voyons que la hausse des prix de l'énergie a déjà entraîné une remontée des anticipations d'inflation. Cela augmente également l'incertitude concernant la trajectoire future des taux et une incertitude concernant la politique de la Banque centrale européenne. Des prix de l'énergie élevés compliquent aussi le processus de désinflation. Les marchés peuvent gérer un niveau élevé du prix du pétrole, mais pas l'incertitude que cela génère. Est-ce que l'on peut quantifier cet impact ? Oui, il existe certains modèles qui montrent qu'une hausse de 10$ du prix du baril de pétrole réduit la croissance de la zone euro d'environ 0,1 point de pourcentage. Donc concrètement, ça pourrait réduire la croissance de 1,3 vers 1,2%. Et cette hausse de 10$ du prix du baril
pourrait augmenter l'inflation d'environ 0,2 points de pourcentage. Donc, chaque choc pétrolier a un coût direct. Croissance en baisse et inflation en hausse. Est-ce qu'il y a une vraie différence géographique de l'impact des prix du pétrole en Europe et aux USA? Oui, l'impact est plus marqué en Europe. Donc les USA seraient moins dépendants du blocage du détroit d'Ormuz. Tout à fait, les États-Unis sont beaucoup plus proches de l'indépendance énergétique, donc l'impact sur la croissance y est plus limité. Tu utilises le mot limité, pas immunisé? Non, car la hausse du prix du pétrole pèse toujours sur le pouvoir d'achat des consommateurs américains et cela reste important pour eux, surtout que cette année est une année d'élection mi-mandat. Donc si on passe d'un choc de prix à un choc d'approvisionnement, donc à des pénuries physiques comme ne plus pouvoir aller se ravitailler normalement à une pompe à essence, l'impact serait beaucoup plus conséquent, y compris aux États-Unis. Et là, on revient à la situation actuelle au détroit d'Ormuz. Exactement, les détroits restent un facteur de risque clé. Donc, si on met tout ensemble, plus d'inflation, plus d'incertitude et un risque potentiel sur la croissance. À un moment, la question devient évidente. Comment vont réagir les banques centrales? Est-ce que leurs postures ont déjà changé? Elle reste prudente. La Fed a maintenu ses taux et a clairement signalé des risques inflationnistes liés aux tensions géopolitiques. Et la BCE tient un discours similaire en soulignant que les prix élevés de l'énergie compliquent le processus de désinflation. Ce qui semble intéressant, c'est que les marchés ne semblent pas complètement alignés avec ce discours plutôt modéré des banques centrales. Ils anticipent une politique plus agressive. Pourquoi? Ça s'explique en partie par l'expérience qu'on a connue en 2022. Les banques centrales avaient alors réagi trop lentement à la hausse de l'inflation. Et les marchés partent du principe que les banques centrales vont vouloir éviter de refaire la même erreur. Donc potentiellement à surréagir. C'est une possibilité et c'est ce que les marchés semblent anticiper. Ça se traduit comment aujourd'hui? Au début de l'année, les marchés anticipaient 2 baisses de taux de la Fed. Aujourd'hui, ils voient plutôt un scénario de statu quo, voire une possible hausse. Et en Europe? Pour la BCE, les marchés anticipent désormais environ 2 hausses de taux. Et dans le contexte actuel géopolitique, énergie sous pression et une inflation plus persistante, les banques centrales risquent de rester restrictives plus longtemps que prévu. Des taux potentiellement plus élevés plus longtemps. Mais la vraie question pour les investisseurs, est-ce que l'économie tient? La BCE a revu ses prévisions de croissance, mais malgré cela, notre scénario de base reste inchangé. Pour le moment, nous n'anticipons pas de récession ni aux États-Unis ni en Europe. Qu'est-ce qui justifie cette résilience? Les fondamentaux économiques restent globalement solides et si nécessaire, les gouvernements pourraient intervenir pour soutenir l'économie. Mais pour le moment, ce n'est pas nécessaire. Et pour les entreprises, est-ce que l'on voit déjà un impact? Nous recevrons plus d'informations dans les semaines à venir avec la saison des résultats trimestriels qui débutera en avril. Cela permettra d'avoir une première vue sur l'impact du mois de mars. Pour le moment, on reste encore un peu dans le flou. Mais à ce stade, il y a peu de révisions à la baisse. Donc pas de panique côté profit, pour l'instant. Mais là où ça bouge déjà, c'est au niveau sectoriel, non? Oui, les révisions à la baisse concernent surtout les secteurs orientés consommation, comme l'alimentaire, l'automobile et dans une moindre mesure le secteur pharmaceutique. Et à l'inverse? Le secteur énergétique, qui était l'un des plus petits secteurs dans le S&P 500 fin 2025, revoit en effet ses perspectives à la hausse. La situation actuelle provoque des crises dans certains secteurs, mais aussi des opportunités dans d'autres. Dernier point, et il est clé. Cette inflation que l'on voit revenir, c'est temporaire ou structurel? À ce stade, on considère que c'est un choc temporaire et pas un changement inflationniste structurel. Certaines entreprises ont la capacité d'ajuster leurs prix, ce qui leur permet de protéger leurs revenus si l'inflation reste temporaire. Mais ça dépend de la durée du conflit. Exactement. Pas de récession, pas de choc durable sur les profits, pas de changement de régime inflationniste, tant, j'y mets l'accent là-dessus, tant que le conflit ne dure pas trop. On est sur le dernier segment. On a parlé d'une économie qui ralentit, mais tient, des profits qui résistent et des banques centrales qui restent prudentes. Concrètement, qu'est-ce que tout cela implique pour les marchés?
Commençons peut-être avec l'Europe et pourquoi cette région est plus exposée que les USA dans le contexte géopolitique actuel. L'Europe est beaucoup plus dépendante des importations d'énergie, plus de 55%. Les États-Unis, par contre, sont plus proches de l'indépendance énergétique, ce qui limite l'impact macro direct. Donc en tant qu'investisseur, est-ce que c'est un bon point d'entrée? L'année dernière, Liberation Day s'est révélé être une entrée incroyable pour les investisseurs. Nous avons vu que les marchés ont corrigé, mais dans une moindre mesure que durant Liberation Day. L'ampleur des mouvements de marché est aussi moins grande, même si la volatilité reste élevée. Il est difficile à ce stade de prédire si la situation va s'intensifier ou par contre se calmer. Est-ce que les marchés attendent la fin éventuelle du conflit pour résumer la montée que l'on a vue en 2025? Historiquement, les marchés n'attendent pas la fin d'une guerre pour rebondir. C'est un message important, très important même. Les conflits géopolitiques génèrent de la volatilité, mais ont rarement un impact durable sur la performance à long terme. Donc ce qui compte vraiment, ce sont les fondamentaux des entreprises, des marchés, et non pas les headlines? Exactement. Inflation, croissance et bénéfices restent les variables déterminantes. On s'attend toujours à une croissance bénéficiaire à 2 chiffres, jusqu'à ce que ces chiffres soient révisés à la baisse de manière considérable. A priori, mon point de vue sur le marché à moyen et long terme devrait rester le même. Donc Wim, si tu devais résumer la vision actuelle de notre CIO, quel serait-il? Notre scénario de base repose sur une réouverture du détroit d'Ormuz dans les prochaines semaines, avec des prix de l'énergie plus élevés, mais absorbables par les marchés. Une inflation légèrement plus élevée, mais pas de récession. On entend beaucoup le terme de Trump put, ou encore ce réflexe d'acheter toutes les baisses de marché. Ces 10 dernières années, les investisseurs ont eu l'habitude de voir des récupérations de marché en V, avec une vélocité des mouvements à la baisse comme à la hausse extrêmement rapide. Dans ce contexte, comment se positionner? On reste constructif sur le marché financier tout en anticipant une volatilité persistante. Il y a 3 catalystes importants qui étaient toujours identifiés fin 2025 et qui accompagnent les marchés depuis fin 2022. C'est l'inflation sous contrôle, les politiques monétaires accommodantes des banques centrales et la croissance des bénéfices. Et jusqu'à présent, ces éléments sont toujours là malgré une inflation plus persistante. S'il y a un message clé que tu veux passer aux investisseurs qui nous écoutent, ce serait quoi? En tant qu'investisseur, il est toujours préférable d'avoir un horizon à moyen et long terme. Car si on rate les meilleurs jours des marchés, qui souvent suivent les pires, c'est important, il y a un risque considérable d'y perdre à long terme. Et donc, nous conseillons à nos clients de rester investis et même d'accroître éventuellement certaines positions lorsque les réactions du marché semblent excessives, tout en tenant compte évidemment de votre situation personnelle et de vos objectifs à moyen et long terme. Merci beaucoup Wim pour cette conversation et à la prochaine. Avec plaisir Antonio.